Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le Sony Xperia Z1, le dernier flagship de Sony. C'est un appareil très intéressant qui a été dévoilé juste avant l'IFA, qui était début septembre, fin août. Donc prêt pour la rentrée et Noël, bien entendu. C'est un appareil qui est disponible depuis à peu près fin septembre. On va parler prix tout de suite, comme ça c'est réglé. Il est à 650 € nu en ce moment en moyenne. Pouvez-vous le procurer déjà chez certains opérateurs comme Orange, SFR, mais pas uniquement. Chez Orange, il y a une ODR, il est à 10 € avec un gros forfait. Idem, chez SFR avec un gros forfait, vous l'avez pour 130 €. Donc il y a une offre c'est moins intéressant chez SFR en ce moment, mais après, il faut voir le forfait qu'il y a derrière. Généralement, c'est quand même des forfaits assez conséquents. On va passer par les specs sur ce Z1. C'est un terminal qui tourne sous Android 4.2.2 à la sortie de la boîte, qui a un écran 5 pouces, résolution 1080 par 1920. C'est du TFT Triluminos X-Reality. On va en reparler après, vous inquiétez pas. Au niveau de la densité de pixels, ça nous fait du 441 ppi, ce qui est quand même très élevé. On a 16 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 64. 2 Go de RAM, il est compatible 4G. On a également un appareil photo à l'arrière 20,7 mégapixels, un appareil photo qui est un petit peu spécial, on en parlera bien entendu. Flash LED, vous l'avez vu, caché juste en dessous. On a une caméra frontale 2 mégapixels, donc à l'avant, bien entendu, et un processeur quad-core 2,2 GHz, c'est un Snapdragon 800, une batterie de 3000 mAh, et sinon, c'est un appareil qui fait NFC, qui pèse 170 grammes, plutôt lourd, mais vous comprendrez pourquoi. 8,5 mm d'épaisseur, plutôt léger, donc, et pour finir, c'est un terminal qui, comme le Z ou le Z Ultra, est certifié IP58, 55-58, c'est-à-dire qu'en fait, il est résistant à la poussière et à l'eau. Alors, dans ce test, je ne vais pas vous le mettre dans une bassine d'eau comme j'avais fait avec le Z, pour une raison simple, c'est que ça complique un petit peu le test du haut-parleur après. Mais j'en parlerai, je vais en parler juste après avoir présenté le contenu de la boîte. Et on rentrera dans le sujet, je vous expliquerai un peu quelle a été mon expérience avec ce Z1 on va dire en immersion, puisque c'est finalement ça ce qui est plus intéressant. On va regarder rapidement ce qu'on a dans la boîte et on va faire le tour du design, parler des différents éléments. C'est un déballage qui est rapide, puisque bon, c'est toujours rapide avec moi, mais on a quelques petits livrets, un boîtier, un bloc secteur de cette façon-là, et le câble USB, micro USB. Vous n'avez pas d'écouteurs. Je trouve ça un peu étrange, je sais plus, il faudrait que je regarde la législation là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'avoir des écouteurs ou au moins un kit main libre? Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, parce que je pense qu'on est arrivé à un stade où à force d'avoir des écouteurs un peu pourris dans ces boîtes avec son terminal, finalement on les utilise pas, on les met de côté et c'est du gâchis. Je pense qu'on peut partir du principe que de toute façon vous n'auriez probablement pas utilisé les écouteurs proposés dans la boîte avec le Z1. Alors côté design, c'est un appareil, vous n'avez pas pu le manquer, le louper du moins, qui ressemble quand même beaucoup au Xperia Z que j'ai sur la droite. Vous l'avez entendu pendant que je parlais des specs, c'est un écran qui est de la même taille, même diagonale que sur le Z. Vous le voyez ici quand je penche un petit peu, regardez là. Voilà, on a la même diagonale. Ce qui se passe, c'est que effectivement, le Z1 est un poil plus grand, un poil plus haut, et également un poil plus large. Voilà. Niveau épaisseur, j'ai pas celle du Z en tête, c'est pas grave, mais c'est à peu près la même chose. Je pense que le Z1 est un poil moins large et c'est pas mal. Je vais d'abord parler du design de celui-là. Je ferai un léger comparo design avec le Z, un rapide plutôt comparo avec le Z, parce que c'est intéressant. Il y a 2-3 trucs intéressants à noter au niveau de l'ergonomie et notamment la certification IP qui est interprétée de manière un peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc cet écran 5 pouces. Une grande dalle ici, logo Sony, quelques capteurs. Ici, on a la caméra frontale. Sur la droite, alors, comme c'est un terminal certifié IP, en tout cas chez Sony, c'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a des caches. Donc ici, on a, ça c'est pour la micro SIM, juste sur la droite. C'est des caches faciles à enlever, ça va. Le fameux bouton on-off, verrouiller, déverrouiller qu'on trouve depuis le Z. Ici, dans une version un poil plus petite en fait, c'est un bouton plus petit,
voilà, en tout cas plus discret. Pas forcément qu'il ressort moins, on peut l'agripper facilement, mais il reste plus petit. On a un bouton de volume ici, et là, précieux, le bouton dédié pour l'appareil photo, le bouton mécanique, qui va vous permettre notamment de prendre des photos quand vous êtes sous l'eau. Alors pas uniquement, hein, bien entendu, mais sur celui-là, le problème c'est que l'écran capacitif sous l'eau ne fonctionne plus, et même sur celui-là c'est la même chose. Mais comme vous avez un bouton mécanique, vous pourrez quand même prendre des photos sous l'eau, et ça rajoute quand même un peu plus de fun. Là, on a l'emplacement pour la lanière. En dessous, si j'arrive à vous le montrer, à peu près. Bon, en dessous, on a, on a le haut-parleur ici, qui fait toute la longueur. Et puis c'est tout. Et sur la gauche, on a un emplacement pour un dock de chargement. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait... Attendez, je vais pas dire de bêtises, mais ouais, on avait un petit peu la même chose ici sur le Z. On a la même chose sur le Z Ultra. Et sur moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Sony, à chaque fois qu'ils sortent un flagship, ils sortent aussi un dock associé, mais qui est exclusif à cet appareil, qui n'est pas proposé dans la boîte et qui permet de le recharger, ce genre de choses. Donc c'est sympa. Ici, en fait, c'est un dock qui est magnétique. Vous le posez dessus, et ça va s'accrocher, ça va se coller direct, et c'est bien fait, c'est sympa. Sauf que vous n'avez pas le dock de base, ça intéresse sûrement peu de personnes, et je trouve que le parti pris design de le faire ressortir autant, et en plus ça fait en fait un petit trou, vous voyez, voilà. Je trouve ça dommage. J'aurais préféré limite qu'ils mettent un cache devant, comme ça si vous l'utilisez pas, de toute façon vous ne serez pas ennuyé entre guillemets, esthétiquement parlant, par cette zone. Moi je trouve ça pas très beau, mais bon, ça se sent pas vraiment en main. Par contre sur le Z Ultra c'était vraiment un problème, enfin ça se sentait en main, là ici moins, mais quand même ça fait un trou dans le design, je trouve ça juste dommage. Alors sur la droite, ici, voilà, on a un double cache. Là, il y a écrit micro SD, donc c'est pour la micro SD. Là, il n'y a rien écrit. Je trouve que c'est pas cohérent, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un petit trou qui s'ouvre de cette façon. Là, vous allez le chercher comme ça, voilà. Et vous pouvez ouvrir l'autre de l'autre côté également. Et donc, comme vous pouvez le constater, donc ici on a le micro, enfin le port micro USB, et là le slot pour la micro SD. Là, j'en ai mis une, compatible jusqu'à 64 Go, donc vous avez de quoi faire. C'est bon, voilà, le fait d'avoir le micro USB sous un cache, c'est un peu gênant. C'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous devrez recharger l'appareil ou le connecter à un ordinateur, vous devrez retirer ce cache qui est pas très beau et qui se met à pendouiller comme ça. C'est quelque chose que je regrette un petit peu dans la mesure où en haut, en fait, juste ici, et je vais dézoomer un peu. Juste ici, on a le jack. Alors, le jack, il a une particularité sur ce Z1, c'est qu'il n'est pas couvert. Sur le Z, rappelez-vous, il est juste ici, et il est protégé par un cache pour garantir l'imperméabilité. Ici, c'est pas la même chose. Là, il est ouvert, ça veut dire que l'eau peut rentrer dedans, ça altère en rien le fonctionnement de l'appareil ni du jack, et j'aurais bien aimé qu'il fasse la même chose. Peut-être voilà, au niveau du port micro USB. Mais c'est vrai que là, ça permet d'avoir une surface lisse, malgré ça. Je sais pas exactement si c'est un vrai problème. En tout cas, là-haut, vous avez le jack 3.5 qui n'est pas protégé par un cache, ce qui est pratique. Reste à voir après si vous utilisez plus le jack que le micro USB. Mais en tout cas, quand vous écoutez de la musique, moi je trouve ça vraiment top. C'est vrai que c'était pas terrible sur le Z, c'était un des points qui m'avait un peu gêné. Et à l'arrière, on a l'appareil photo, donc 20,7 mégapixels tout en haut à gauche, le flash LED, l'emplacement, le rappel pour le NFC, logo Sony, Xperia. D'ailleurs, il me semblait que c'était un peu différent. Ouais, sur celui-là, c'était écrit Xperia. Peut-être il communique moins sur... Je sais pas, c'est une autre stratégie de marque. Donc là, on a fait le tour sur tout ce qui est port, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est de vous parler vraiment du design. Et pour ça, on va le comparer du coup au Z, c'est là où ça devient intéressant. Design et ergonomie. En fait, au niveau des matériaux utilisés, c'est plus du tout la même chose. On a le même esprit, mais il y a un petit truc qui a été fait en plus qui est vraiment bien. C'est l'utilisation en fait tout autour de l'appareil. Donc là, on le voit comme ça. Là, ça continue ici. Hop, ça fait tout le tour. De l'aluminium. Donc là, c'est de l'aluminium avec des chanfreins en fait. Donc des chanfreins mais doux, pas comme sur un iPhone 5 par exemple ou 5S.
Là, vous voyez, ça fait des petits arrondis ici, un petit peu partout. Donc d'un, on a quoi? Double plaque en verre plus le milieu comme ça qui est en aluminium. Donc ça fait concrètement, on a un design qui fait vachement premium en main. On sent que c'est un appareil qui est robuste. Donc ça, c'est sympa. Les boutons sont également, enfin, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt bon. Juste le bouton ici qui fait des petits bruits, mais c'est très léger. Et donc, en fait, c'est ce côté aluminium doux en main plus les chanfreins, donc les découpes dans les angles, bah, ça fait que l'ergonomie sur cet appareil, la sensation en main est bien meilleure, je trouve, enfin en tout cas est meilleure que sur le Z. Parce que sur le Z, rappelez-vous, on a un côté très 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 carré, que moi j'avais un peu regretté d'ailleurs, même si ça me dérangeait pas tant que ça, mais oui, je l'avais quand même regretté, qui faisait que quand vous le preniez en main, bah, on le tient bien, mais c'est quand même un petit peu dur, quoi. C'est un peu agressif. Là-dessus, le Z1, en fait, il est beaucoup plus doux en main. Et c'est des petits détails comme ça, mais c'est vraiment top. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, le problème, c'est qu'il est un peu plus large. Voilà. Ça se voit pas trop, il y a quelques millimètres, mais ça se joue au millimètre près sur la largeur, c'est vraiment important. Et ceux qui trouvaient que le Xperia Z était un poil trop large, eh bien c'est entre guillemets pire sur celui-ci. C'est vrai que quand on le tient en main, bon voilà quoi, vous avez un appareil qui est vraiment large en main pour un 5 pouces. Sony aurait pu faire un petit effort, je pense, là-dessus, mais c'est vrai que quand on le manipule, c'est un terminal qui est très agréable à manipuler. On a ce bouton sur le côté qui est toujours bien. Voilà, on s'y habitue, et enfin on s'y habitue. Moi j'étais habitué parce que j'ai beaucoup utilisé le Z, mais j'ai toujours trouvé très pratique. On le retrouve facilement, c'est mieux que tous les boutons qui sont sur le haut, voire ici parfois. Donc ça c'est très bien. Le bouton dédié volume, et puis l'appareil photo bien sûr, bah ça c'est quelque chose qu'on avait sur la série des Arc, qu'on avait perdu avec le petit Z, et qu'on retrouve là, et c'est vraiment une merveille. Donc voilà, ça c'était pour le tour du design et de l'ergonomie. Moi je trouve que c'est un appareil qui est extrêmement bien fini. C'est Sony qui, depuis un certain temps, déjà depuis des mois, commence à vraiment proposer des appareils avec un design qui est excellent, très bien fini, tout est premium dessus. Bien sûr, niveau ergonomie, il y a peut-être quelques ajustements qui auraient pu être faits. Je pense notamment, voilà, comme je disais, le micro USB peut être accessible directement, ça peut être sympa. Ce truc-là caché, ça c'est pour chipoter. Et peut-être un poil moins de largeur si possible, mais bon, c'est vrai que là-dessus on a aussi un capteur qui est plus balèze, une plus grosse batterie, etc. etc. Mais bon, sinon c'est quand même un design vraiment excellent que nous propose Sony sur ce Z1. Alors comme je vous disais, le Z1 c'est un terminal qui est certifié IP5558, ça signifie concrètement qu'il est résistant à la poussière et également à l'immersion, alors aux projections d'eau bien sûr, mais à l'immersion jusqu'à... Alors normalement c'est 1 mètre, Sony précise 1,50 m, bon, partez du principe que c'est entre les deux, et pendant environ une demi-heure, c'est... Normalement vous pouvez le laisser plus longtemps, c'est juste qu'ils garantissent au moins une demi-heure, voilà. Donc ça vous permet de faire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il est protégé contre ces éléments-là. Si vous le faites tomber dans de l'eau, dans un évier, si vous prenez votre douche, qu'il est à côté, qu'il prend des éclaboussures, ce sera pas grave. Si vous le faites tomber dans une piscine aussi, donc ça c'est pour le côté protection. Vous avez du coup une relation qui est différente en fait avec votre appareil. C'est ce que j'expliquais dans mon test du Z, mais c'est que quand vous avez un appareil comme ça, quand vous avez des activités qui sont liées à l'eau, à part tout ce qui est eau salée, voilà, ou eau complètement crade, par exemple la piscine tout simplement, vous avez du coup une relation qui est différente avec votre appareil. Quand vous l'utilisez, vous avez moins peur de traîner au bord d'une piscine avec, vous avez moins peur de toutes ces choses-là. Ça n'empêchera pas de se casser s'il tombe violemment, mais c'est vraiment, ça permet d'être un peu moins stressé entre guillemets sur tous ces trucs-là, et c'est vraiment sympa. Par exemple, si vous aimez écouter de la musique quand vous êtes, je sais pas, dans votre bain, c'est un exemple comme ça, vous le posez sur le bord de la baignoire, vous écoutez votre musique, il n'y a pas de stress à avoir, parce que même s'il tombe dans la baignoire, de toute façon, il sera pas décédé. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est agréable. Donc ça, c'est ce côté-là. Ensuite, il y a un aspect plus fun qui est apporté par le bouton physique. Vous pouvez le faire aussi sur le Z, on pouvait filmer. Mais maintenant, vous pouvez à la fois filmer et prendre des photos quand vous êtes sous l'eau. Et je vous montrerai, alors vous regarderez dans le test écrit, il y aura des échantillons, j'essaierai de vous en montrer également dans ce test vidéo.
Il y aura un échantillon aussi qui sera publié sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, hop, vu qu'on est dedans, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Donc voilà, vous pouvez aller sous l'eau. Le focus se fait, ça dépend bien sûr s'il fait bien jour ou pas, si l'eau est pas trouble, ce genre de truc. Et la qualité sous l'eau est plutôt bonne. Hop, vous pouvez ressortir. Alors le problème, bon après on parlera de la qualité un peu plus tard, mais c'est le son. Et ça effectivement, et là-dessus je dirais juste une chose, c'est quand vous êtes sous l'eau, bien sûr le micro qui est le micro principal, en fait il y en a deux, mais les micros sont obstrués. Vous entendez le son comme si vous étiez dans une grotte. De toute façon, le son passe pas très très bien quand vous êtes sous l'eau, c'est normal. Quand vous ressortez, le son est encore moyen. Le temps que ça se libère un peu, ça prend un peu de temps. Et après, c'est quand même un petit peu, c'est un petit peu bloqué, quoi, logiquement. Ça, c'est pour le micro. Après, il y a un autre truc à savoir, c'est que bien sûr, comme sur le Z, l'eau rentre dans le haut-parleur. Ça fait que quand vous allez dans l'eau, vous ressortez. Si vous écoutez de la musique avec le haut-parleur, ça rendra très très mal. Il faut pas vous dire que le haut-parleur est défaillant, non, c'est juste qu'il y a de l'eau dedans. Alors, moi j'ai fait des tests et je dirais que le fait peut-être que le haut-parleur soit un peu plus long, là il fait toute la longueur là, alors que sur le Z c'était juste un petit trou sur le côté qui était mal placé d'ailleurs. Je pense que ça fait que l'eau rentre plus facilement. Il y a plus d'espace. Après, je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais moi, de mon expérience, j'ai eu quand même plus de mal à le sécher. C'est-à-dire que voilà, je suis allé à la piscine, il était rempli d'eau, je sors, je laisse peut-être une demi-heure, une heure passer, et le son est toujours un petit peu obstrué, il est toujours bloqué. Et après, je souffle dedans vraiment très fort, j'essaie de l'agiter, il y a un peu de liquide qui s'en va, mais très légèrement, et après, c'est mieux. Donc c'est un truc à savoir. Je sais pas si c'est mauvais de laisser de l'eau dans, par exemple, le haut-parleur ou le jack. Je pense que c'est pas terrible, mais c'est fait pour normalement. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir une qualité sonore du haut-parleur correcte, en tout cas un volume correct, après l'avoir utilisé dans l'eau, il faut mieux souffler dedans, voire aspirer si vous êtes motivé, ce genre de truc. Donc ça c'était pour cette partie-là. Bon, je pense que c'est à peu près tout. Protection contre la poussière, bon, j'ai pas vraiment testé, mais oui, à mon avis, ça fonctionne bien. Alors, il y a deux points que je vais aborder pour finir avec le design. Le premier truc, c'est la résistance. J'ai pas fait de test de résistance, ce genre de choses. Il y a des sites qui l'ont fait. Il y en a un d'ailleurs qui en a fait un et qui a découvert un truc assez étrange. Alors, on va pas faire comme si c'était une généralité, parce que j'ai pas fait mon propre test là-dessus d'ailleurs. Parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, ils ont fait un test, un drop test, ce qui s'appelle un test de résistance, c'est quand on lâche le téléphone par terre. Le Z1 n'a pas eu son écran fracturé. Il y a eu des petites marques sur les côtés, mais rien de dramatique, donc ça c'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'après, l'appareil ne voulait plus démarrer, ne voulait plus fonctionner. Et on peut pas en faire une généralité, mais d'après ce qu'on peut, on pourrait se dire éventuellement que le terminal est bien renforcé au niveau du design, mais que le cerclage en aluminium fait que les vibrations sont peut-être pas forcément bien distribuées à l'intérieur, je ne sais pas. Et de fait, les composants à l'intérieur prennent super cher quand vous le faites tomber. Je dis pas que ce sera le cas chez vous, et ça n'a pas été le cas chez moi parce que je ne l'ai pas fait tomber. Mais ça, c'était pour la petite aparté, il y en a qui l'ont fait et ils ont découvert ça. Alors, au-delà de ça, les rayures. Je l'ai utilisé pendant une dizaine de jours, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que généralement, j'ai pas le temps de tester les rayures, parce que c'est pas mon truc. Mais j'ai quand même remarqué plusieurs choses. Alors, c'est comme sur le Z et le Z Ultra, hein. Vous avez cet écran là qui est quand même protégé contre les rayures, et vous avez en fait un léger film qui est par défaut. Faut pas l'enlever de base, sinon si vous l'enlevez en fait ça protège plus vraiment l'écran, et en plus ça enlève le logo Sony. Bon, ça c'est pas forcément un problème, mais c'est une galère quand même de l'enlever. Mais vous pouvez, si vous allez dans les coins là, il y a un film protecteur qui gêne pas la réactivité de l'écran ni le rendu, mais qui existe, et qui est à l'avant et à l'arrière. Alors le but c'est de protéger contre les rayures, et c'est aussi de protéger contre le bris. Alors quand vous faites tomber, si par exemple l'écran se casse, vous n'aurez pas de verre partout parce qu'il y a cette surface au-dessus qui protège. C'est ce genre de truc, et ça on l'a découvert sur le Z.
Avec mes 10 jours d'utilisation, bah, c'est comme pour le Z. Moi, j'ai constaté énormément de micro-rayures. Alors, énormément, j'exagère beaucoup. Sur le Z, vraiment, c'était un carnage. Si j'y arrive, ouais, bon, vous le verrez pas ici. Mais sur le Z1, ça se voit pas beaucoup là. Mais là, j'ai une rayure qui fait tout le long, qui est légère, mais qui est là. Et ça va être peut-être un peu compliqué de vous montrer à la caméra. Je suis désolé, mais bon, croyez-moi sur parole. À la caméra, c'est vraiment gentil pour les rayures. Mais il y a des petites rayures un petit peu partout, sans avoir été une brute. Je l'ai juste utilisé comme un utilisateur lambda. Et en plus, j'ai un peu tiré parti du côté waterproof. C'est peut-être ça qui fait que j'ai utilisé de manière un peu moins orthodoxe, je ne sais pas. Donc voilà, sachez que les 2 couches en verre vont se rayer, c'est une certitude. Si vous l'utilisez un minimum, ça va se rayer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que beaucoup d'utilisateurs font, c'est vous le gardez comme ça jusqu'à ce que vraiment ce soit trop rayé à votre goût. Vous enlevez ensuite la couche là. Et après, va falloir partir du principe que votre écran est vulnérable, ou bien vous remplacer par une autre protection d'écran. Enfin bon, à vous de voir. Donc ça, c'était pour le côté résistant, rayures, ce genre de truc. Un dernier truc, et après on passe, promis, à la suite, c'est que comme sur le Z, entre l'écran et le bord du design, vous avez un léger trou, une légère fente, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous le voyez peut-être ici, voilà, tout du long. Et alors, le point principal, c'est que ça abrite, je sais pas, ça se voit sûrement pas mal ici, il y a vraiment une petite fente, et ça abrite vraiment beaucoup les poussières, en tout genre. Tous les éléments qui vont avoir envie, si vous le mettez dans votre poche, que vous avez, je sais pas, un peu de poussière, je sais pas ce qu'il y a dans vos poches, ça ira forcément se loger là-dedans, et après vous vous retrouvez avec une carte de visite à essayer de l'enlever, ou en soufflant, ou en le mettant dans l'eau aussi, ça aide. Donc ça, c'est le premier truc. Et moi, alors ça c'est réservé aux hommes a priori, mais c'est très étrange, c'est pour ça que j'en parle en rigolant, parce que c'est bizarre. Mais en fait, ces trous-là, ils sont d'une taille qui fait que quand vous téléphonez, donc vous avez le téléphone sur votre joue, si vous n'êtes pas complètement rasé, en fait, des poils peuvent se coincer dedans, et du coup, quand vous enlevez le téléphone, ça tire un petit peu. C'est pas une blague, ça me fait marrer de le dire, mais c'est pas une blague, ça m'est arrivé régulièrement en utilisant le téléphone. Et je trouve ça très étrange. C'est la première fois que ça m'arrive avec un smartphone. C'est pas un point négatif, on va pas en parler comme un point négatif. C'est juste ça, vous arrivera sûrement même pas. C'est juste moi, de mon expérience, j'ai eu ça. Et je trouve ça très étrange. Voilà. Mais bon, ça concerne pas tout le monde. Et tant mieux. Avant de basculer sur tout ce qui est interface et fonctionnalité, je vais vous proposer rapidement de parler de l'écran. On a un écran 5 pouces, une résolution très 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 élevée. Très élevée, c'est du 1080p, donc ça nous fait 441 ppi. Et ça se voit quand on manipule le terminal comme ça. Voilà, vous voyez bien au niveau des pixels, vous voyez pas grand chose. Oups, désolé. Voilà. Et on a un écran qui est vraiment vraiment très très net, très agréable à consulter. Au niveau de la lisibilité, il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'est pour la densité de pixels et tout ce qui est lié à la résolution. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a Triluminos. Triluminos et X-Reality, c'est des technologies adaptées pour mobile qu'on trouve également sur les écrans de TV de Sony. Triluminos, sans entrer dans les détails parce que en plus je suis pas un expert, ça permet d'afficher plus de couleurs. C'est un champ, un spectre de couleurs qui est plus large que sur d'autres terminaux. Perso, ça se voit pas vraiment parce qu'en plus le Triluminos c'est combiné au X-Reality, et du coup quand vous faites un comparatif, et je vais le faire juste après avec un autre appareil, vous voyez des différences certes, mais c'est difficile d'identifier si c'est juste le Triluminos, si c'est le X-Reality, mais je vais vous montrer ça après si ça va un petit peu illustrer pour le X-Reality. Le Triluminos en théorie c'est censé rendre des images du coup un peu plus proches de ce qu'on verrait à l'œil nu, voilà, avec plus de détails dans les couleurs, plus de subtilité. Est-ce que je l'ai constaté réellement? Pour être tout à fait honnête, non, mais ça veut pas dire que c'est pas en place, c'est juste que c'est subtil, et c'est quelque chose que, voilà, si vous utilisez cet appareil peut-être pendant 3 semaines et vous repassez sur un autre terminal qui a un écran moins performant, vous sentirez vraiment la différence et ça vous gênera. Mais voilà, moi j'ai pas constaté vraiment de grosses, ça m'a pas bluffé. Par contre, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est le X-Reality. Alors X-Reality, qu'est-ce que c'est finalement? C'est juste le Bravia Engine 2
qui a été évolué, donc ça pourrait s'appeler Bravia Engine 3. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute un peu de vivacité aux couleurs, ça rajoute des contrastes. Plus important encore, ça rajoute des détails aux images. Et ça, c'est un peu étrange, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire que ça va, dans un cliché, détecter quelle zone il faut enlever le bruit, quelle zone il faut affiner un peu plus et rajouter des contours, des détails. Ça vraiment, ça altère votre image, mais normalement dans un sens positif. Alors parfois, c'est un petit peu exagéré, je trouve, mais la plupart du temps, c'est plutôt réussi. Et donc pour illustrer ça, je vais commencer tout d'abord par aller vous chercher mes petites images de test. Je vais juste vous montrer ça très rapidement. On va faire un tout petit test et après je ferai un comparo avec le S4 parce que je trouve que c'est intéressant. Donc là je suis pas en luminosité à fond pour le test. Là le rendu paraît un peu bleuté à la caméra parce que voilà attendez, hop. Je vais faire ça comme ça. Non, je peux pas régler en filmant, désolé. Bon, en tout cas voilà. En réalité, c'est beaucoup moins bleuté que ça, et c'est même très proche du blanc. C'est légèrement rosé d'ailleurs. Et ce qui est plus intéressant, c'est par exemple sur une image comme celle-ci. Donc vous avez, je vais zoomer un peu. Vous avez voilà les poils ici. On voit pas mal de détails. Et ce qu'il faut faire pour que ce soit plus intéressant, vous pouvez désactiver la fonctionnalité X-Reality. Je la désactive. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu compliqué à la caméra parce que bon, voilà, mais à l'œil nu, ça se voit. C'est-à-dire que là, ça c'est le cliché initial, hein, tel qu'il est censé s'afficher sur n'importe quel écran, voilà, bien calibré, on va dire. Et donc au niveau des poils, voilà, on a ce genre de détails. Et je vais repasser dans l'autre mode en espérant, parce que parfois ça le fait si je vais assez vite, de voir la transition. Non. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, peut-être que vous verrez pas, mais en gros il y a un traitement qui fait qu'on a l'impression qu'il y a plus de détails, il y a plus d'ombre avec la lumière, ce genre de truc. Alors oui, ça altère votre image, mais au final, quand vous regardez, si vous vous amusez à regarder une photo capturée avec n'importe quel appareil, hein, mais une photo sur cet écran-là comparé à un autre écran moins performant, ça sera nettement mieux là-dessus. Vous ne saurez pas forcément dire pourquoi, mais ce sera mieux là-dessus. Pour continuer là-dessus, du coup, je vais prendre mon petit Galaxy S4. Hop, s'il veut bien, il me dit qu'il a une mise à jour. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut sur le même cliché. Et je vais du coup, pour uniformiser un petit peu tout ça, je vais augmenter la luminosité au max, parce que c'est le seul moyen que j'ai de m'assurer que qu'on ait quelque chose d'assez représentatif. Donc là voilà, là vous voyez je suis au max ici, sauf que, et ça c'est intéressant de le savoir je pense si vous avez le terminal, si vous allez dans affichage luminosité, vous enlevez ajuster, et là tout de suite ça envoie du lourd, parce qu'en fait c'était pas la luminosité max qui était proposée. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Lui le problème c'est qu'il n'est pas de face, du coup je vais le mettre un peu plus de face, voilà, par rapport à la caméra. Moi je trouve quand même que par rapport au Super AMOLED, on a toujours des contrastes un peu plus forts, des noirs un peu plus noirs sur le Super AMOLED ici, sur le S4, qui est en mode d'ailleurs, en mode d'écran optimisation. Donc ça fait un petit peu le boulot de X-Reality d'une façon un poil différente. Et en parlant de poil d'ailleurs, hop, on va du coup, oh là, lui, je sais pas ce qu'il me fait, il est un peu laggy. Hop, voilà. Et donc, à l'œil nu, ça se voit pas trop parce que quand même le Galaxy S4 c'est un bon challenger, mais à l'œil nu, il semblerait qu'il y ait un poil plus de détails là-dessus. Je vais juste vérifier un truc que j'avais bien, hop, laissé X-Reality for Mobile, ouais, c'est bon. Voilà. On a l'impression quand même qu'il y a un tout petit peu plus de détails. Le seul truc, c'est que comme sur le S4, on a également l'AMOLED qui va venir apporter des noirs beaucoup plus noirs. Je trouve que le rendu, personnellement, je suis assez fan du Super AMOLED, vous le savez, je pense que vous le savez, mais je trouve que ici, ce qui est proposé par Sony sur le Z1 est quand même excellent. Et là, par exemple, je vais zoomer sur, hop,
Je vais zoomer, essayer de zoomer de la même façon. On va essayer de regarder des petits détails comme ici. Voilà, c'est très subtil, mais on a vraiment on a un tout petit peu le sentiment que c'est tout petit peu plus net ici que ici, parce que il y a le traitement qui est proposé. Ce que je peux faire juste pour terminer ça, parce que bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est enlever le X-Reality et voir ce que ça donne. Donc déjà l'image, ça se voit pas trop à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu ça se voit. L'image est beaucoup plus pâle. C'est un peu, ouais, l'image est beaucoup plus pâle. Et là voilà, au niveau des détails ici, ça se voit peut-être mal, mais attendez, je vais zoomer un petit coup. Au niveau des détails ici à l'écran, ils sont beaucoup moins marqués. Et d'ailleurs ça ressemble un tout petit peu plus à ce qu'on a là, quoi. Vous voyez? Voilà. Et je vais juste, pour conclure ça, le remettre. C'est un peu compliqué toujours à la caméra de regarder l'image là. Normalement elle a bougé un peu. Il m'a changé ou pas? Je sais plus. Ouais, si, c'est bon. C'est difficile de juger. Hein. C'est quand même vachement subtil. Mais en tout cas, quand on regarde la différence avant-après, avec ou sans le X-Reality, on la voit. Et donc ça fait son boulot. Par contre, quand on compare un S4 qui a quand même un écran qui est performant, tout simplement, bon, il n'y a pas vraiment un fossé qui se creuse entre Sony et Samsung. C'est juste que voilà, Sony fait un boulot de mieux en mieux, j'ai envie de dire, par rapport à ses écrans. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, au niveau des angles de vue, ce genre de truc, bien sûr, ça s'éclaircit un petit peu. Les noirs deviennent gris. C'est un classique. Par contre, il y a une petite techno qui est implémentée. J'ai pas le nom qui me vient en tête, mais il y a une techno qui est implémentée qui permet de réduire les couches au niveau de l'écran et qui fait qu'en extérieur, au niveau de quand vous avez des reflets, ou le soleil, il y a une meilleure visibilité. Et ça, je l'ai plutôt constaté. J'ai pas fait de comparaison avec le Z et ça aurait été intéressant, mais j'ai trouvé que oui, en extérieur, la visibilité, la lisibilité était plutôt bonne. Donc là-dessus, pas de souci. On va passer maintenant, du coup, dans l'interface. Alors, Android 4.2.2 avec la surcouche Sony qu'on trouve à peu près dans la même version sur le Z Ultra, sauf que sur le Z Ultra, vous avez également tout ce qui est relatif à la taille de l'écran. Là, ici, on a un écran de taille plutôt normale. Et derrière, là-dedans, on a aussi la nouvelle interface de l'appareil photo sur laquelle on va s'attarder un peu plus tard. Là, on a un écran de déverrouillage avec la possibilité de mettre des widgets. Lancer l'appareil photo rapidement. Voilà. Et vous pouvez aussi lancer l'appareil photo rapidement en utilisant le bouton dédié ici. Hop, voilà, on a ça. Donc, on va aller se promener là-dedans. Je vais essayer d'aller assez vite parce que tout ça, je pense que vous connaissez. Vous avez la barre là-haut qui permet d'accéder à tout ce qui est son, Bluetooth, luminosité, etc. Il y a un truc qui est un peu dommage, et quand vous restez appuyé sur, par exemple, Wi-Fi, bah, il vous ouvre pas le paramètre Wi-Fi. Et ça, c'est quelque chose, j'ai pris l'habitude de le faire sur d'autres appareils. Et je trouve que c'est plutôt pratique, mais bon, c'est un détail. Ensuite, vous restez appuyé là. Toc, vous avez... Non, il ne s'est pas connecté au Wi-Fi. Si. Vous avez les widgets à configurer, bien entendu. Donc là, je sais pas, l'agenda, les modes de l'appareil photo. Là, on les voit ici. Je vous montrerai ça quand on passera dans l'appareil photo. C'est assez fun. Des modes de réalité augmentée, etc. Des trucs assez cool. Bon, bah bref, vous avez tous vos widgets, ceux installés et ceux de base, des sortes de dossiers de widgets avec là par exemple différentes horloges, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est à peu près tout. Et on a bon, vous avez vu le widget musical. Ensuite, on peut mettre les applis, fond d'écran, et on a également quelques thèmes. Alors, c'est comme sur le Z Ultra, où il y avait quoi d'autre? Ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a sur le Z. C'est des thèmes assez basiques que vous appliquez de cette façon-là, et c'est un ensemble plutôt de fond d'écran. Voilà. Si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation sur un terminal comme ça, vous pouvez le faire. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des constructeurs qui proposent d'aller un peu plus loin. Je pense à Xiaomi, ce genre de constructeur. Il y a Huawei également qui le propose de manière plus poussée. Et LG également. Vous pouvez pincer l'écran et supprimer ou rajouter des pages. Vous pouvez définir également l'écran d'accueil qui sera par défaut quand vous appuyez sur l'écran, sur le bouton ici accueil. Bon, je ne vous ai pas montré, vous avez également le multitâche de cette façon-là, et les micro-applis.
micro apps qui sont juste ici. Vous pouvez le lancer. Donc c'est quoi? Pour rappel, c'est par exemple un navigateur web dans une petite fenêtre de cette façon-là. Là, c'est le système de prise de notes. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez ajouter certains widgets également là-dedans. Donc vous faites plus, vous pouvez faire widget. Et vous pouvez configurer, vous pouvez configurer, ils appellent ça transformer, enfin je sais plus le terme, mais vous pouvez transformer n'importe quel widget en micro-app. Micro-appli, par exemple là j'ai mis agenda, paf, je fais ça, bon je l'avais déjà mis, super. Et vous appuyez dessus, vous avez l'agenda qui flotte. Ça c'est plutôt cool, c'est nouveau. Enfin c'est nouveau, on l'avait aussi sur le Z Ultra. Je sais plus comment on fait pour les supprimer, si c'est ici. Voilà, toc. Super. Et donc là, ça vous permet, je sais pas, je pense qu'on peut faire ça, voilà. Et donc, vous faites ça, vous lancez ça, vous avez vos mails, toc, dans le widget, qui devrait s'afficher d'une minute à une autre, d'un moment ou à un autre. Ouais, c'est magique. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt bien fait. J'aime bien cette ouverture qu'ils ont eue avec les micro-applis, de pas se cantonner aux micro-applis proposés par Sony et par les développeurs partenaires, on va dire. Mais aussi n'importe quel widget, ça c'est plutôt cool. C'est à peu près tout pour tout ça. On va aller voir vite fait dans les paramètres. Vous avez voilà, toute une tripotée de paramètres, mais classiques Android, hein, tout ce qui est compte. Là, à propos du téléphone avec les mises à jour. Tout ce qui est langue saisie ici. Sécurité, affichage, on a pas mal de trucs à régler ici, comme le X-Reality. Également la luminosité, comme je vous montrais tout à l'heure, la veille, ce genre d'éléments. Au niveau du son, stockage, c'est à peu près tout. Gestion de l'alimentation, et ici vous avez le mode stamina que vous pouvez activer ou non. J'en parlerai pour l'autonomie, hein. Le mode stamina, il permet d'augmenter l'autonomie du terminal en coupant tout ce qui est data quand vous êtes avec l'écran en veille en fait. Ça marche assez bien. Et vous pouvez mettre des applications en exception, etc. Et c'est à peu près tout. Voilà. On va s'arrêter là, je pense, pour cette partie-là, et on va passer directement sur les fonctions téléphoniques et le reste. Alors, vous avez fonctions téléphoniques assez classiques, hein. Vous faites un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent de cette façon-là. Vous basculez là, vous avez les contacts. Même interface que sur le Z Ultra, plutôt affiné. Moi j'aime bien, c'est propre. C'est plutôt bien. Donc là, je rentre dans un contact. Vous pouvez synchroniser, par exemple, les avatars avec Facebook. Vous pouvez synchroniser avec Google+, mais ça s'arrête là. C'est vrai que niveau intégration sociale, il y a pas mal de constructeurs qui ont un peu laissé tomber ce truc. J'arrive pas à comprendre pourquoi d'ailleurs, parce que je trouve qu'au contraire, ce serait bien de retrouver ce genre de fonctionnalité. Mais voilà, les contacts, c'est assez basique, mais fonctionnel. Vous pouvez mettre des favoris et vous pouvez également rajouter des groupes. Voilà. Au niveau des SMS et de la saisie texte, alors vous avez les messages qui s'affichent de cette façon-là par conversation. Hop, je peux rentrer dans une conversation, vous avez des grosses bulles, bon là c'est des longs messages, mais vous avez des bulles qui s'affichent. J'essaie d'en ouvrir un autre. Tiens, Bouygues, salut. Hop, on peut répondre bien entendu. Et lit. Et vous avez voilà ce design là avec les bulles bleues, c'est plutôt joli. Supprimer les messages, ajouter au contact, ajouter un objet pour transformer en MMS. En bas vous avez une barre qui permet de mettre une pièce jointe, rajouter une image, rajouter une photo capturée, rajouter un croquis avec l'application dessin qu'on verra un peu plus tard, hein. Bon, elle n'est pas passionnante, c'est une petite application de dessin. Et ensuite, partagez votre emplacement actuel, soit en saisissant une adresse, soit en faisant de la géolocalisation. Voilà, ça c'est pour les messages, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, ça marche bien. Il y a juste un petit truc que je voulais vérifier, c'est ce qu'on a... Non, ça c'est pour supprimer. Messages favoris, voilà, on peut avoir une liste de messages favoris. Si vous mettez vos messages comme en tant que favoris, oui, logique. Et c'est à peu près tout. Toc, je vais retourner là-dedans. Alors, côté saisie texte, on a ce clavier-là que j'aime bien, qu'on a découvert sur le Z Ultra. Et qui est plutôt élégant, je trouve, dans cette version grise. Vous avez également la possibilité de tracer des lignes comme ça pour écrire des mots. Donc, je sais pas, salut, hop, non, je suis allé un peu vite, j'ai voulu me la raconter. Salut, les amis, ça va, blablabla.
Et ensuite, vous avez des propositions qui s'affichent au-dessus. En fonction de ce qu'ils pensent, va être le plus logique pour suivre. Vous faites comme ça, vous pouvez mettre, j'aime bien le petit effet là, il est sympa. Vous pouvez mettre un point d'interrogation, par exemple, la une virgule, si on appuie là, on accède au pavé numérique, enfin aux chiffres, aux caractères spéciaux là, et là, au réglage du clavier, apparence, etc. On va aller vite fait voir là-dedans. Donc aspect du clavier, attendez, hop, voilà. Donc là, on peut choisir la disposition qu'on préfère. Donc moi, je suis resté en AZERTY comme ça. C'est quoi la différence entre les deux 1, 2, 3, 5, ouais, voilà. Donc là, sur celui-là, c'est comme sur le Z Ultra 1. Là, vous avez, voilà, vous voyez pas très bien, mais vous avez les lettres, les chiffres, etc. Là, vous ne l'avez pas. Là, c'est ce pavé-là, plus, on va dire, light, que j'aime pas trop. Et ensuite, vous pouvez changer le thème. Donc là, c'est fond gris, tout est gris. Là, c'est gris noir, enfin gris foncé, là, c'est noir. Moi, j'aime bien celui-là. Et vous pouvez gérer tout ce qui est touche supplémentaire, donc point et virgule ou touche émoticône si vous voulez rajouter. Allez hop, on va la mettre pour le fun. C'est à peu près tout pour ça. On a un guide de personnalisation qui vous explique comment personnaliser votre saisie, votre clavier en fonction de votre type de saisie. Les langues, réglage pour la saisie de texte, je regarde juste, je cherche, voilà, glisser pour écrire, c'est ici, c'est le truc où vous tracez les lignes. Et là, vous pouvez vraiment régler tout le truc, hein. Espace automatique, oui ou non, suggestion d'un mot suivant, point final rapide avec double espace, 2 espaces par un point suivi d'un espace, suggestion de mots, ce genre de choses. Donc voilà, c'est là-dedans que vous affinez ensuite l'utilitaire de saisie de texte. Si vous ne convient pas dans cet état-là, vous pouvez mettre des smileys, sympa, et hop, en mode paysage, ça ressemble à ça. Et concrètement, moi je trouve que Sony a fait un excellent travail sur ce clavier, ça ressemble beaucoup à un... D'ailleurs je me demande si le moteur est pas le même, mais je pense pas, mais sinon ils auraient communiqué dessus, mais j'allais dire ça ressemble beaucoup à SwiftKey, pardon, j'ai pas fini ma phrase, mais en tout cas le clavier sur ce Z1, c'est comme sur le Z Ultra, il est très bon, et ce qui est bien c'est que c'est un 5 pouces, vous le prenez comme ça, et vous tapez, il n'y a aucun problème, ça marche très bien, vous pouvez tracer des lignes, et puis comme d'habitude, si vous n'aimez pas ce clavier proposé par Sony, qui pourtant est pas mal, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre clavier, je parlais de SwiftKey, mais il y a aussi Swipe, et beaucoup d'autres. Donc ça c'était pour tout ce qui est message et saisie texte. On va aller dans le menu principal que je vais vous montrer très rapidement. C'est comme ici, comme sur le Z. Vous voyez en haut là, il me dit qu'il n'a pas pu envoyer le message. Ça c'est comme pour le Z Ultra. Vous avez ce nouveau menu avec ce petit truc sur le côté là, ce petit tiroir. Je trouve ça vraiment mieux fait que ce qu'on avait avant. Avant on avait des options un peu partout. Enfin on en avait des, je crois elles étaient en haut. Je sais plus comment c'est sur le Z. Mais en tout cas là c'est plus épuré, vous avez plus de place pour vos applications et je trouve ça vraiment bien. Donc toutes les applications ici, et là vous pouvez rechercher, désinstaller une application de cette façon là. Donc celles qui sont highlightées, voilà, peuvent être supprimées. On peut gérer le classement de façon alphabétique, tri personnalisé, les plus utilisés, installer et accéder rapidement au Play Store et à Sony Select qui est une sorte de, voilà, de regroupement d'applications par Sony. Pour vous aider un petit peu à faire votre choix. On va faire dans l'ordre ici, parce que, et puis on va essayer d'aller assez vite, vu que ça fait déjà un certain temps. Moi, je trouvais intéressant de s'attarder pas mal sur le design, notamment. Donc, côté web, vous avez Chrome, Google Chrome, qui est proposé en natif. Google Chrome, c'est une application qui marche très bien pour Android, et que je vous conseille largement. Et je vais aller, hop, sur un autre site, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Que je vous conseille largement parce que vous avez le système d'onglets qui est bien foutu. Vous avez la possibilité de synchroniser le navigateur avec votre Google Chrome sur votre ordinateur, donc les onglets, les favoris, ce genre de trucs. Et puis surtout, c'est effectivement, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez en installer d'autres, mais c'est vrai que par défaut, ils vous le proposent et ils ne vous proposent pas l'ancien, entre guillemets, navigateur web qu'on trouvait depuis ICS. Et qui est devenu pas obsolète, parce que je le trouve toujours aussi bien, mais Google Chrome est proposé en tout cas par défaut là-dessus, et ça marche très très bien. Donc comme tous les terminaux, pas tous, mais en tout cas comme beaucoup de terminaux très récents en tout cas,
est bien équipé, l'expérience web est vraiment très très bonne. Hop, on va aller voir comment ça se passe ici. Là, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet privé, accéder aux favoris, autres appareils, historique, forcer la version ordinateur, ça peut être utile pour vous peut-être. Vous avez la synchronisation, là j'ai défini mon compte et quel moteur de recherche utiliser. Bon voilà quoi, c'est le classique là-dessus. Toc, copier-coller, ce genre de choses. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le web, heureusement d'ailleurs, sur la plupart des flagships, Android et autres, mais en tout cas ici sur du Android, ça fonctionne très bien. On a une excellente lisibilité. D'ailleurs, hop, je vais zoomer un petit coup parce que 441 ppi, ça sert à ça aussi. Ça sert à lire des petits textes. Alors oui, là c'est mieux de zoomer. D'ailleurs, vous faites double tap et hop, c'est parti. Vous pouvez lire bien tranquillement votre article. Mais si vous êtes dézoomé, c'est pas ça fait pas un petit paquet de pixels tout flou. C'est presque lisible, quoi. Bon, c'est même lisible. Là, je zoome et à l'œil nu, c'est un peu galère, mais c'est possible, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le web. On a une excellente expérience renforcée par la fluidité proposée, les performances proposées par l'appareil, et en plus de ça, on a un écran de bonne taille avec une bonne densité de pixels qui offre donc une très bonne lisibilité. Moi là-dessus, je trouve qu'on a une bonne expérience. On va faire dans l'ordre, hein, comme d'hab. Walkman. Alors le Walkman, il est présenté d'une nouvelle façon entre guillemets, hein, par rapport à ce qu'on connaissait sur le Z notamment, et même ça date du Xperia S. Avec la mise à jour SIS, on avait eu un nouveau navigateur, un nouveau lecteur musical qui était bien. Et là maintenant il a un peu évolué. Donc on arrive là-dessus, on a une belle mise en avant de Music Unlimited, mais ça normalement vous pouvez l'enlever, hein. Éléments visibles. Bon, il y a plein de trucs que vous pouvez enlever palmarès si vous avez envie, voilà ce genre de trucs. Vous n'êtes pas obligé de tout laisser là-dedans, il y a beaucoup de liens vers Music Unlimited, je vous invite à, soit si vous utilisez le système, les garder, soit les enlever, ça se passe là-dedans, dans ces petits menus-là. Throw, c'est pour le DLNA, c'est pour faciliter l'accès à la lecture sur un autre terminal, ou lire sur ce terminal des fichiers qui sont sur un serveur multimédia. Là, vous avez artistes, chansons, etc., les titres classiques. Et là, un petit contrôle en accès rapide pour votre musique. Vous retrouvez ici la lecture musicale et également le widget qui se trouve là. C'est pas tout. On a bien sûr la lecture musicale qui est possible sur l'écran de déverrouillage. Vous rentrez dans un artiste, vous avez la liste, dans la liste des artistes, vous avez tout qui s'affiche comme ça, c'est très très fluide, vous pouvez défiler plus rapidement en utilisant la barre sur le côté droit. Si je vais dans chansons, ça va être pareil, on peut faire lecture aléatoire si on a envie. Voilà. Pendant que vous lisez un fichier, et vous êtes dans une playlist, là j'ai fait lecture aléatoire, donc j'ai tous les fichiers qui sont sur mon terminal, qui sont proposés en playlist. On les voit là. Je peux défiler sur le côté de cette façon-là. Les pochettes s'affichent. Bon, là, j'en ai pas. Mais normalement, elles sont censées s'afficher. Vous pouvez défiler rapidement ici. C'est très, très fluide. Pause. Suivant, précédent. Aléatoire, répétition. On va dire non. Hop. On réactive l'aléatoire. Et on va faire un peu attention à la qualité du haut-parleur. Alors, un petit rappel. Hein, si vous avez le terminal sous l'eau, si vous mettez votre terminal sous l'eau, vous aurez probablement un petit souci au niveau, je vais essayer d'aller chercher les albums, au niveau ensuite du haut-parleur, faut le prendre en compte, mais c'est pas, ça reste pas comme ça, quoi. Ça sèche au bout d'un moment, vous pouvez l'aider, et ce que je conseille largement. Donc là, c'est avec le volume à fond. Et au niveau des paramètres, j'ai... hop, j'enlève ça. Comme ça, on est tranquille. Enfin, il ne nous embête pas. J'ai audio clair qui est activé, qui normalement, comme son nom l'indique, rend le son un peu plus clair. Et effectivement, ça marche plutôt bien. Et si vous l'enlevez, vous pouvez activer les effets sonores ici. Et dans les réglages, vous pouvez également remettre Clear Phase et X Loud. Moi, je vais faire ça.
Comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il y en a un peu dans tous les sens. On a un peu du mal à comprendre à quoi ça sert. Là, je vais voir ce que ça donne en ayant... Oh, il m'a annulé ma musique, très bien. C'est très étrange. Alors, on va voir ce que ça donne en ayant changé ça. Hop, allez, on va passer là-dessus. Moi là j'ai le sentiment qu'en ayant activé Xloud, le son est plus fort. Maintenant, je vais aller chercher un autre morceau. Le problème c'est que j'ai chargé tous mes trucs à moi et du coup j'ai un peu du mal à retrouver. Mais c'est pas grave, si moi ça va être par là, par exemple celui-là. Ok. J'ai pas lu, j'aurais dû lire. Il m'a dit tu peux, ouais mais j'ai pas envie de me connecter à Music Unlimited pour l'instant. Je trouve ça un petit peu fouillis, hein, le son qui sort du haut-parleur. J'ai pas encore donné mon avis définitif, mais de toute façon je l'ai déjà. On va prendre un truc au pif. Ouais, le son, c'est pas un truc de fou sur le Z1. Le volume est correct, c'est, on va dire, moyen. Mais au niveau de la qualité, il n'y a rien y a rien d'étonnant, quoi. C'est un peu plat, je trouve. C'est un peu plat. Il y a un truc que je voulais faire. Comment il s'appelle déjà? C'est pas, je vais continuer. Ouais, je trouve que le son, voilà, c'est ce que je cherchais. Le son est un peu plat. Il manque un peu de. On va voir ça justement. Voilà, là, ça est confirmé par ce morceau-là. Je l'aime bien ce morceau, il me permet de bien tester les mobiles. C'est que ça fait un gros fouillis j'ai envie de dire de pixels. C'est un peu ça, quoi. Ça fait un fouillis au niveau de ce qui se passe dans le son et c'est un peu dommage. Il n'y a pas assez de détails. Le volume est moyen, mais je dirais qu'il n'est pas assez élevé, mais on va dire que ça va. Mais c'est vraiment au niveau de la qualité que c'est gênant. Et moi, je trouve ça dommage sur un flagship. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de mieux. Donc, mais hélas, on ne l'a pas. Voilà, donc pas exceptionnel là-dessus. Alors, plutôt que de passer à l'album, tout ce qui est galerie, on va passer à l'appareil photo. Alors, tout ce qui est qualité, vraiment rentrer dans le détail de la qualité, je vais en parler rapidement là, mais ce sera comme d'habitude sur le test écrit. Donc, au niveau, on va parler d'abord interface, et puis je vous résumerai en 2 mots ce que je pense de la qualité, sinon c'est pas très intéressant. Donc cette interface, c'est une nouvelle interface. Pour rappel, sur les autres terminaux, les précédents terminaux Xperia, on a une barre en haut avec plein de trucs. C'est un peu fouillis. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai dû appuyer sur un bouton. Hop. Voilà. Là maintenant, ça a un peu changé, ça se passe ici. Vous avez Auto Supérieur, qui est vraiment le mode automatique par excellence chez Sony, que je vous ai déjà présenté, c'est même décrit là, prendre des photos et des vidéos avec des réglages optimisés auto. Voilà, c'est automatique, c'est censé être le mode le plus optimal si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et effectivement ça marche plutôt pas trop mal. Après vous pouvez basculer en mode manuel. Voilà, donc le mode manuel, vous allez le chercher ici, tic. Et ici, bien sûr, après vous pouvez basculer de photo à vidéo si vous avez envie. Et là, vous pouvez régler la résolution, donc 20. C'est 20,7. Ça fait des fichiers, je crois, en 20,3 mégapixels. En tout cas, c'est 20 mégapixels. Donc ça, c'est la résolution maximale que vous pouvez sortir à partir du Z1. Le palier juste en dessous c'est 8 mégapixels en 4 tiers, en 16:9. Vous n'avez pas de 5. Je trouve ça un peu étrange. On passe direct à 3. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Vous avez un retardateur, détecteur de sourire, mode mise au point, vous pouvez régler ça, stabilisateur d'image. Alors, j'en ai pas trop parlé, on va pas trop rentrer dans les détails techniques parce qu'en plus je les connais pas par cœur, mais c'est du 20,7 mégapixels, c'est un capteur avec une optique qui est un peu plus large que ce qu'on avait avant, et de fait, ça va lui permettre de capter plus de lumière.
Donc bon, vous verrez dans les échantillons ce que j'en pense, je vais en parler à la fin. Et vous avez également un stabilisateur optique qui est utilisé au moins pour la vidéo, ça c'est sûr, on l'a vu quand on l'a testé. J'avais publié d'ailleurs une vidéo qui montrait le fonctionnement du stabilisateur optique. C'est pas très clair parce qu'en fait, dans les spécifications de l'appareil, Sony ne parle pas de stabilisation optique, mais par contre en vidéo, si vous regardez un peu sur leur site, il y a écrit. Et je trouve qu'ils le mettent pas assez en avant, je comprends pas pourquoi. Donc là, on a la stabilisation d'image. A priori, ça utilise le même mode de stabilisation optique que pour la vidéo, mais c'est pas sûr. Et en théorie, en photo, c'est censé permettre de rallonger un tout petit peu l'exposition quand vous êtes en mauvaise condition, etc. Ensuite, ici, on a démarrage rapide. Ça, si vous voulez prendre rapidement, par exemple, une photo ici, enfin, c'est configurer l'utilisation de ce bouton-là quand vous n'êtes pas dans l'appareil photo. Transfert auto, capture tactile, bon je crois que c'est à peu près tout ici. On a la caméra frontale qui est pas mal, mais pas top. Je suis un peu déçu du rendu de la caméra frontale, notamment en conditions quand vous commencez à manquer un tout petit peu de lumière. Alors là ça devient n'importe quoi, c'est un gros bloc de pixels infâme. C'est souvent le cas sur les caméras frontales, mais là je l'ai trouvé un peu décevant. Je vais être un peu dur avec l'appareil photo parce que Sony le présente comme étant le meilleur appareil photo sur un smartphone, hein. C'est écrit sur leur site web. Donc s'il y a des points où j'ai envie d'être difficile, je le serai. Après, à vous ensuite de voir si c'est important pour vous. L'exposition ici, et ensuite la balance des blancs que vous pouvez régler, mode automatique ou le reste. Voilà, c'est à peu près tout ici. Et ensuite, après, on a des sortes d'applications, et ils appellent ça d'ailleurs plus appli, parce qu'on peut aller en télécharger d'autres. Hop, sur Sony Select. Pour être tout à fait honnête, je suis pas encore allé voir là-dedans. On va attendre, voilà, c'est ce qui me semblait, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Il y a une application qui permet de faire des panoramas à 360. En fait, c'est un lien, vous avez vu, vers le Play Store, c'est pas passionnant. Mais ouais, écoutez, on va faire un test, je vais l'installer juste vite fait. Hop. Et il veut pas me remettre en arrière. Et on peut prendre également ça, Motion Graph, voilà, par Sony. C'est quoi? Motion Graph est une application pour ça. Ouais, bon, ok, c'est un cinémagraphe. C'est un cinémagraphe à la Lumia. Donc en gros, on a un système qui, pour moi, fait complètement penser au filtre. Au filtre qu'on a sous. Je vais essayer de revenir en arrière. Sous Windows Phone. Ça, c'est chelou, désolé. Ce qu'on a sous Windows Phone avec la possibilité d'accéder à des sortes de filtres ou des applications et après d'en télécharger d'autres. C'est très bien, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Windows Phone 8. Time Shift Burst, ça permet d'avancer ou reculer dans le temps pour partager les meilleurs moments. C'est écrit, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Vous mettez là, vous prenez une photo et en fait ça va vous prendre toute une série de clichés. Donc vous en avez 30 en fait. Et le système en fait ça devient intéressant quand au niveau du fonctionnement dans l'interface. Et c'est très bien fait quoi. Concrètement vous sélectionnez le cliché, vous faites bam, ça va le sauvegarder. Ensuite différents effets, vous en avez toute une tripotée. Ils sont voilà, globalement vous avez tous ces effets là. Et je vais essayer de retourner dans la liste parce qu'en fait vous avez des effets voilà comme ça. Donc fisheye, nostalgique, dessin. Et ensuite, quand vous êtes dans un mode, si je me trompe pas, il me semble qu'il y en a plusieurs ensuite. Je veux pas dire de bêtises, mais moi j'en avais trouvé plusieurs. Ah oui, je sais plus comment on fait déjà. Je crois que c'est ça. Appuyez sur l'écran, voilà. Ça c'est un peu étrange comme fonctionnement, faut le savoir. Mais quand vous avez des effets, vous pouvez appuyer sur l'écran pour basculer vers d'autres effets qui sont relatifs à cet effet. Une sorte de dossier d'effets. Vous avez quelques effets comme ça, c'est pas mal. Un panorama par balayage qui marche assez bien. Je mettrai un échantillon sur le test écrit. Alors on a un mode réalité augmentée, ça sert à rien. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Je crois qu'il a un problème de température. Si c'est le cas, ce serait génial. L'appareil photo, c'est ça. Alors, du coup, ça va me permettre de faire une pause, parce qu'il va falloir faire refroidir l'appareil, mais surtout, ça va me permettre d'en parler. Je comptais en parler dans les performances. Ok, là, ça fait à peu près 1 heure que je manipule de manière assez intense l'appareil, mais il faut savoir une chose, j'allais en parler dans Perf, mais tant pis, et oui, effectivement, là, il est complètement brûlant à cet endroit-là, et si on va voir dans ma petite application préférée, si je retrouve,
Non, c'est pas là. C'est ici. Bam. Voilà. Température. Là, on est en train de taper les 50 degrés depuis quelques minutes. En raison de l'utilisation, d'après moi, de l'appareil photo. L'appareil photo, ça chauffe à mort. Quand vous utilisez le terminal, vous avez vu, là, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais quand vous utilisez le terminal, dans l'appareil photo, il y a un moment, ça va commencer à passer un palier au-dessus en termes de chauffe. Et ça va faire ce genre de choses. Et ça là, je suis en train de le tester, donc on va dire que c'est pas des vraies conditions. Sauf que moi, ça m'est arrivé d'être en soirée en train de faire des photos, des vidéos. Au bout d'un moment, l'appareil il me dit stop, je sature là, j'ai trop chaud. Et ça, je pense que c'est problématique. Un appareil qui chauffe autant et qui vous permet pas d'utiliser l'appareil photo autant que vous le souhaiteriez, c'est dommage. Alors bien sûr, en fait, ça se résout assez rapidement. Là, le terminal est toujours chaud, mais je peux le rallumer et prendre une photo. Mais ça va revenir. C'est un truc que je trouve quand même dommage. C'est un truc que je trouve dommage, et ce qui est problématique pour moi, c'est que c'est quelque chose qu'on avait également sur le Z et qu'on a également sur le Z Ultra. Et Sony n'arrive pas faire chauffer ses terminaux, et je trouve ça dommage. Euh, J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça du coup. Ouais, donc ça c'est un mode réalité augmentée. Ça sert à rien. En fait, ça sert juste à faire des photos un peu fun. Et donc, en soi, c'est pas trop mal. Par exemple, dinosaure. Je vais me mettre là. Je vais essayer de pas bouger. Je sais pas si j'ai pas assez des. Je pense que j'ai pas assez de recul. Je suis désolé. Là, c'est un peu compliqué de vous montrer ça devant la caméra. Je vais prendre une photo juste derrière moi, du coup. Voilà, donc là, je pointe. Et il me fait apparaître. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas ça que je voulais faire. Ça va me faire apparaître un dinosaure qui bouge dans une jungle. Voilà. Et en fait, bon, voilà. Oui, non, c'est purement divertissement. Mon seul problème avec ce mode-là, c'est qu'au-delà du fait que ce soit gadget, c'est que ça marche pas toujours très bien. En fait, là, c'est les dinosaures. C'est censé, si la surface est bien identifiée, ça va vous poser un dinosaure sur un endroit. Si vous êtes dans une zone plutôt adaptée, plutôt optimale pour ce genre de système, genre bien dégagé, etc., avec de l'espace autour de vous, ça peut être rigolo. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, vous avez d'autres modes. Bal masqué, disco funky. Mais même les autres, ça rajoute aussi sur les visages des masques. Et moi, ce que j'ai trouvé, et ce qui, je pense, est vraiment dommage, c'est que les masques, dans peut-être 70% du temps, quand vous faites... je sais pas si j'ai pas un visage à montrer là. Bah, j'ai le mien, mais je peux essayer. Attendez. Je sais pas si ça a marché. J'ai le mien. Ok. Ah, dommage, je peux pas vous le montrer. Si, voilà. Ok. Donc ça, c'est moi le zombie. Je prends une photo. Ouais, je sais pas, il a un peu de mal. Voilà. J'ai pris cette photo-là. Et peut-être que là, ça va aller, je sais pas trop. Mais ça m'a l'air d'être bien. Je pense que ça dépend des modes. C'est vrai que c'est assez drôle. Mais je me suis retrouvé à plusieurs reprises à prendre des photos avec un système comme ça de masque, etc. Et au final, dans le rendu de la photo, le masque était décalé par rapport au visage. Alors c'est peut-être parce que j'ai bougé, il y a peut-être un léger délai entre le moment où on prend la photo et voilà, il n'arrive pas à aligner les deux. Mais en tout cas, ça m'est arrivé souvent et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, ça c'est pour la réalité augmentée, c'est pas vital, mais c'est quand même sympa. Panorama par balayage, là c'est un nouveau truc que j'ai installé. Motion Graph, bon voilà, on va pas le tester forcément, mais c'est un système qui permet de faire des cinémagraphes. C'est plutôt cool, moi j'aime bien l'idée d'avoir plein d'applications. Et le retour qui marche pas, c'est pas grave. Ensuite on a InfoEye. Alors InfoEye ça vous permet tout simplement de... Vous prenez une photo, par exemple d'un monument, il va le détecter et il va vous dire ce que c'est. Et ça marche avec pas mal d'autres choses. Je vais essayer justement de prendre la photo de, je sais pas, de cet appareil-là. Est-ce que j'ai pas produit... Ah non, j'ai code barre. Écoutez, je vais prendre le code barre de cette boîte en photo. Désolé, je suis obligé de me mettre de côté. Voilà. Ce qu'il va trouver. Et
il a trouvé... je crois qu'il a trouvé le téléphone. Bon, la recherche Google marche pas là, mais c'est ça, c'est la référence du terminal C6903. Not for sale. Ouais, ça c'est bon. Et puis ça marche aussi avec les monuments. Honnêtement, j'ai pas essayé avec les monuments, j'ai pas essayé avec les vins, je l'ai pas essayé réellement. Mais c'est un mode intelligent qui détecte le contenu de ce que vous avez pris en photo, qui vous permet par exemple pour une carte de visite de l'ajouter dans vos contacts, le texte de le détecter, etc. etc. C'est plutôt cool. Et ensuite, il y a un mode qui est plutôt fun, c'est ça. Et ça, je l'ai pas essayé parce que c'est un peu... C'est pas complexe à mettre en place, mais un petit peu quand même. Vous pouvez faire du live streaming sur Facebook directement sur votre terminal. Et ça, c'est quand même énorme. C'est le premier constructeur à proposer une fonctionnalité comme ça intégrée dans l'appareil. Il y a des trucs similaires qui le font, mais là, c'est Facebook. Il y a beaucoup de monde qui utilise Facebook, c'est quand même pas mal. Vas-y, publie. Ça va être dur de le voir, mais je vais essayer de... Je le fais et on voit ce qui se passe. Donc là, il me dit, voilà, direct, on peut faire un direct pendant 10 secondes en fait. Et là, il dit que le contenu est publié sur Facebook, sur ma page Facebook. Bon, alors j'ai pris un peu le temps de le configurer. Et pas le configurer, mais en fait, vous le verrez pas forcément, puisqu'en fait, c'est sur mon ordinateur juste au-dessus. Ouais, c'est juste au-dessus, et ça me fait... Là, je suis sur mon mur, le mur de ce compte-là. Et j'ai, là, vous voyez, un participant, c'est moi le participant. J'ai cliqué sur le truc, et donc, je peux laisser un commentaire. LOL. Alors, je sais pas s'il va s'afficher. Normalement, il devrait s'afficher là, je pense. Je peux mettre un like. Ah, j'ai reçu, je peux mettre un like. Il y a un petit délai, hein. Mais là, quand je lève, ouais, ça prend une petite seconde. Voilà, le like vient d'apparaître. Je peux regarder et je vois Axel qui a dit LOL. Donc ça, c'est énorme, quoi. Parce qu'en gros, vous pouvez faire un streaming de 10 minutes avec les personnes sur votre page Facebook directement dans votre flux qui lisent la vidéo, qui ensuite commentent, font ce genre de trucs. Donc moi, ça, j'approuve. J'approuve, c'est plutôt chouette. Et ils utilisent un service qui s'appelle Bamboozer. Voilà, Social Live by Bamboozer. Et c'est en partenariat avec eux. Et ça marche bien, tout simplement. Je stoppe. La vidéo HD a été sauvegardée dans l'album, donc sur mon terminal. Sur l'ordinateur, on a la vidéo qui vient de s'arrêter. Et j'ai la possibilité de la relire. Donc là, j'ai 3 minutes de vidéo absolument inintéressante dans laquelle je peux avancer, lire les commentaires. Voilà. Donc désolé, je vous ai pas montré parce que c'est pas passionnant, mais en tout cas, je suis assez... quand je l'avais testé, je trouvais ça bien, et là, je le trouve encore mieux, parce que ça marche bien. Je pense que ça marche bien en Wi-Fi, ça marche sûrement moins bien en 3G, mais bon, c'est un terminal qui est 4G, donc si vous avez de la 4G sur Paris, bon, voilà, ça peut être terrible, ça. Donc ça, c'était pour le petit passage dans l'appareil photo, juste un petit truc sur Social Live. Le seul point qui est un petit peu dommage, je pense, c'est le fait que ce soit juste sur Facebook. Ça pourrait être sympa d'avoir un live sur autre chose, genre par exemple sur YouTube. Moi, ça me parle un peu plus, mais en tout cas, ceux qui utilisent beaucoup Facebook, vous devrez apprécier ce type de fonctionnalité. On va juste terminer par l'appareil photo sur le reste de l'interface, hein, pour juste finir cette partie-là. Donc vous pouvez prendre une photo de cette façon-là, vous pouvez, voilà, également avec le bouton là, bien entendu, vous pouvez rester appuyé, et ça va vous faire une rafale. Alors ça, il faut avoir le mode activé, je ne l'ai pas activé là, attendez, je vais vous montrer ça. Haute vitesse, bam, restez appuyé. Vous voyez en haut à droite le compteur, je ne sais pas si vous avez vu, 16 photos en que dalle, une seconde et demie. Voilà, donc ça va super vite, et après ça fait un ensemble de photos, vous pouvez aller chercher les photos. J'ai testé en faisant ça avec des scènes un peu action, et ça marche très bien, c'est top. C'est top, quand vous filmez, vous faites comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez également prendre une photo. Alors, en parlant de zoom, dézoom. Quand vous zoomez, en fait, là, une des particularités du 20 mégapixels sur ce terminal, c'est bien sûr que vous pouvez prendre des photos en 20 mégapixels, mais vous avez aussi autre chose. Vous pouvez zoomer jusque, vous voyez la zone en gris, quand je zoome, jusqu'à la limite là, c'est du sans perte. Dans tous les cas, si j'ai pas configuré ici, alors attendez, ça va être, il est où? Toc, parce que là je suis en mode auto, et en mode auto il me prend des clichés en fait en 8 mégapixels. Si je suis en manuel, je peux configurer 20 mégapixels,
Et là, quand je vais faire le zoom, normalement, il va se bloquer à 8 en fait. C'est un peu le même système que sur le 808 PureView, c'est-à-dire que quand vous pouvez zoomer sans perte, en fait, jusqu'à la limite de la barre grise, mais vous n'êtes pas en 20 mégapixels quand vous êtes zoomé à fond. C'est x3, il me semble. Et donc vous faites, peu importe où vous positionnez ici, voilà, vous pouvez vous mettre là, vous faites du 20 mégapixels, enfin vous faites du 8. Si vous allez un peu plus loin, ça fera aussi du 8, ce genre de truc. Et ensuite, donc l'intérêt c'est le zoom sans perte et ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Et ensuite, quand vous partez au-dessus, c'est du zoom numérique et là ça devient un gros bordel de pixels et ça vous êtes habitué à ce genre de truc, je pense. Mais ça, c'est une des particularités de ce terminal, c'est d'offrir un zoom sans perte sans avoir forcément un zoom optique. Il n'y a pas la place, hein, comme vous pouvez le voir sur cet appareil, pour offrir un zoom optique, bien entendu, c'est pas plus mal. Donc, je trouve que quand même sur l'appareil photo, Sony s'est un petit peu inspiré de ce que fait Nokia, mais est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le mode Steady Shot. Donc Steady Shot, stabilisation optique dans l'appareil, qui fait qu'en fait, j'ai fait une vidéo de comparaison, je vous invite à la regarder, ça va être un peu compliqué de regarder là, mais là je ne l'ai pas activé. Donc je vais mettre un Xperia Z ici. Ouais, ça va être compliqué de vous montrer ça. Mais bon, là je tremble, vous voyez l'image derrière qui bouge beaucoup. Toc, je l'enlève, je remets Steadicam, Steady Shot. Vous avez vu, je pense, hein, attendez, je vais vous remontrer ça parce que c'est assez intéressant. Regardez le zoom sur l'image. Hop, ok. Donc ça, c'est parce qu'en fait, c'est comme... je pense que vous avez peut-être expérimenté ce genre de truc si vous faites du montage vidéo, mais quand vous voulez stabiliser une image, il va bouffer une bonne partie de l'image autour pour faire sa stabilisation. Et donc là, par exemple, je suis en stabilisation Steady Cam, là, Steady Shot. Et donc là, normalement, je bouge, voilà. Là, je tremble et vous voyez, l'image reste un peu plus centrée. Et ça, j'ai mis une vidéo sur YouTube et je vous invite à la regarder. Il y a un comparatif avec le 1020 et le G2 qui est pas inintéressante. Ce comparatif n'est pas inintéressant, je pense. Voilà. Le mode de stabilisation, il est pas mal. En vidéo, du coup, je vais passer rapidement sur la qualité. Vu que j'étais sur la vidéo, je finis sur la vidéo. La stabilisation, elle marche bien. Ça rajoute un peu de flou et c'est peut-être un peu marqué, mais ça a le mérite d'exister. Moi, je la trouve quand même assez intéressante. Je trouve ce mode intéressant. Par contre, le son, alors, à partir d'un certain niveau, ça devient inaudible quasiment. J'ai enregistré dans une soirée où le son est très très fort et où normalement, et où un terminal type Lumia 920, 808 PureView, terminaux Nokia avec leur super micro, ça enregistre sans souci. Là, c'est atroce. Et j'ai fait le même test avec un iPhone 5 et le son est meilleur. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand vous êtes par exemple à un concert, à une soirée, si vous enregistrez une vidéo, vous verrez que le son sera pas très bon, voire même très mauvais. Ça, c'est par contre en conditions normales, bah, ça va quoi. Le son est plutôt bon. Au niveau de la qualité de l'image, 2 jours, moi je trouve que la vidéo est top. Vous pouvez zoomer sans trop de pertes au début d'ailleurs. Je sais pas, il n'y a pas le marqueur sur l'écran, mais je crois que c'est la même chose. Vous avez la stabilisation, l'image est jolie. Attention à un truc, c'est que l'image que vous allez voir sur l'écran sera toujours plus séduisante que l'image que vous allez mettre, enfin pardon, que quand vous allez sortir la vidéo ou la photo sur votre terminal, sur votre PC, sur votre Mac, etc. C'est à prendre en compte et ça c'est la même chose depuis qu'ils ont inventé Bravia Engine. Voilà, et sinon de nuit c'est assez moyen. La vidéo c'est pas mauvais mais c'est sûrement mieux que la majorité des smartphones actuellement sur le marché, mais pas le très haut de gamme. Je sais que voilà un 900, un 1020 s'en sort mieux. C'est ce genre de petit truc. Mais la qualité est quand même correcte. Après, en photo, 2 jours, je trouve que c'est généralement bon. Tout ce qui est macro, etc., ça tourne bien. Je vais essayer, je pourrais vous montrer, mais c'est pas très, 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 très intéressant. Bon, voilà une petite photo comme ça, voilà, ça passe très bien. Il n'y a pas de souci. Les photos sous l'eau, c'est quand même très sympa. Je pense en avoir une. Je sais pas. Voilà. Ça marche bien. Caméra frontale bof. Globalement bof.
c'est pas ouf. Et de nuit, c'est une horreur. Bah tiens, enfin, ça c'est un peu ce que ça donne en fait au niveau du zoom. Voilà, j'ai une photo comme ça, donc plutôt pas trop mal. Et ça c'est le zoom max sans perte sur exactement le même angle. Voilà. Et donc ça, vous voyez, c'est sans perte quoi. Je peux continuer à zoomer. Après, si j'insiste plus, ça passe en numérique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ce petit côté-là sur la photo, j'aime bien. 2 jours, c'est pas trop mal. Mais il y a certaines situations, quand ça commence un tout petit peu à manquer de lumière, les visages des gens deviennent un peu bruités. Et si vous commencez à prendre des photos de nuit, ou même pas forcément de nuit, je vais essayer. Le problème, c'est que j'ai pas mal de personnes sur ces photos, mais c'est pas grave. Je sais pas. Voilà, ça typiquement c'est de nuit. Je sais, c'est un cliché difficile à prendre, c'est difficile à capturer, mais voilà, ça fait un gros paquet de pixels et c'est tout bruité. Vraiment, si vous regardez, voilà, tout est extrêmement bruité là. Donc ça, c'est dommage. Je vais essayer d'en voir un deuxième. Je sais pas. Je sais pas. Le flash, parfois, ça a rendu un peu comme ça. Voilà, tout simplement. C'est ce genre de trucs. Les effets là, ils sont plutôt sympas. Et je sais pas, c'est pas. Bah, par exemple, voilà, ça c'est moi à gauche. Il n'y a pas beaucoup de lumière forcément, mais vous voyez, c'est tout bruité alors que l'endroit était pas spécialement. Ouais, l'endroit manquait pas spécialement de lumière quoi. Donc c'est des petits trucs comme ça qui m'ont un peu déçu. C'est-à-dire que le rendu quand il y a peu de lumière, bah, il est vraiment pas excellent. C'est un peu dommage. Un petit peu dommage. Voilà. Donc ça c'était pour l'appareil photo. Désolé, c'était un peu long, mais Sony dit que c'est le meilleur appareil photo sur le marché, sur un smartphone. Je suis pas d'accord. Moyennant quoi, effectivement, il y a 2-3 trucs qui sont très bons, comme le zoom sans perte, comme la qualité vidéo qui est sympa. Le fait de pouvoir prendre des photos et des vidéos sous l'eau, bah ça, il y a quasiment qu'un terminaux aujourd'hui qui sont capables, enfin, smartphone qui est capable de le faire. Donc bien sûr, c'est un gros point fort pour Sony. On va terminer ce test très rapidement parce que le reste, c'est beaucoup moins intéressant. Ça, c'est le compte, tout ce qui est email classique, c'est le même client que sur le Z Ultra. On a l'agenda, pareil que sur le Z Ultra, qui est, je trouve esthétiquement moins réussi que l'ancien. Ouais. L'ancien, enfin celui de base dans Android, mais bon, qui est quand même bien. Les contacts, Alarm, Maps, Video Unlimited, Smart Connect, tout ça, on s'en fiche. Ça, on l'a déjà. Une application pour faire des diagnostics techniques. Centre de mise à jour, Track ID, c'est une sorte de Shazam. Tout ce qui est dessin, il y a un truc que j'ai pas testé parce que. Ouais, ok, ça marche pas. C'est juste sur le ZU. Voilà, c'est fait. C'est une application de dessin très basique. Vous pouvez également rajouter une perruque sur quelqu'un, ce genre de truc. Voilà. Bon, je m'étais amusé. Et ça rend, franchement, c'est moche, ça sert à rien. C'est une application vraiment gadget et vous trouverez mieux sur le Play Store. Puis après, pour le reste, PlayStation Mobile, pour l'instant, ça sert à rien, il y a quasiment rien dessus. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense. Je termine juste voir si dans ma liste, j'ai pas quelque chose de sympa à vous montrer. Euh, Une application de tâches. Puis c'est tout. Donc, on va juste terminer pour tout ce qui est performance et autonomie. Je vais commencer par les performances. C'est un appareil qui est bien équipé et ça se voit dans les scores, hein, tout simplement. Donc, on a un 32600. Ça positionne le terminal juste en dessous en fait du Galaxy Note 3, qui est quand même une brute. Et au niveau du G2 également. Voilà, attendez, hop. Ici, voilà, on le voit bien. On a le Note 3, le Z1, le S4, là il manque le G2 là-dedans, il n'y est pas. Ouais. Mais le G2 il est à peu près au même niveau. Donc oui, c'est un des gros quad-core de fin 2013, on va dire, fin d'année 2013, ouais, qui cartonne au niveau des perfs. Je crois qu'il est un poil moins performant que le ZU, mais en même temps il est quand même moins gros. Donc il y a moins de place pour mettre pour les composants pour le chipset. Donc voilà, 32600, c'est excellent sur ce benchmark là. Et à l'utilisation, je ne vais pas forcément vous le montrer parce que honnêtement ça sert à rien, mais je peux vous le montrer sur un jeu comme GTA 3. Hop, histoire de vous montrer. C'est pas un jeu très très lourd, mais en tout cas sur ce terminal là, ça tourne super bien.
Les chargements sont rapides de fait. Hop. J'ai essayé d'autres jeux plus récents et ça tourne tout aussi bien. Voilà, il y a la petite séquence là, voilà. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, ce Z1, c'est un appareil qui offre d'excellentes performances, que ce soit en jeu, que ce soit sur le web, que ce soit où vous voulez. En fait, actuellement, c'est un des meilleurs smartphones en termes de performance brute. Bien sûr, vous avez le Note 3, vous avez le S4 qui est excellent également. Vous avez le ZU, le G2, donc voilà, ça fait partie de tous ces appareils qui se moquent pas de nous en termes de perf. Et j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, vu le prix de la bête. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas forcément très intéressant. Pour terminer ce test du Z1, on va parler autonomie. Alors, autonomie, qu'est-ce que... Hop, voilà, je sors ma courbe. Qu'est-ce que j'ai eu à l'usage sur ce terminal? Juste un petit truc sur les performances, bien sûr, il chauffe, ça fait partie de l'histoire des performances, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, autonomie. Qu'est-ce que j'ai constaté d'un à l'utilisation et deux avec mon test d'autonomie classique? Je vais commencer par mon test d'autonomie classique qui est, je pense, intéressant. Pour rappel, on part de 100%, on fait 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web, 1 heure de... Enfin, non, une dizaine de photos, quelques vidéos et 1 heure de jeu. L'heure de musique, aucun impact quasiment, on se retrouve à 96%. Ça, vous verrez la courbe sur le test écrit, hein, vous inquiétez pas. 1 heure de vidéo, ça bouffe un peu plus, je me retrouve à 82, c'est pas grand chose non plus. 1 heure de web, je suis à 72, on perd 10%. Ensuite, après, tout ce qui est film, vidéo, capture de vidéo, photo, je perds 2%, c'est que dalle. Par contre, à partir du moment où on commençait à manger sur le CPU, je sais plus, il est où lui? Il doit être par là, ouais. Ça commence à devenir autre chose. Et là, pour l'heure de jeu, je suis passé de 70% à 38%. Donc c'est quand même massif, je trouve. Une perte aussi importante. Attendez, je lis. Ouais, 38%, j'avais peur. Donc on est à un peu plus de 30% de perte et c'est pas rien. C'est pas rien. Et après cette expérience-là, après cette heure de jeu, l'appareil était vraiment chaud. Donc il y a un truc à savoir, c'est que dès que vous allez commencer à utiliser vraiment le chipset à fond, vous allez perdre en autonomie et vous allez faire chauffer l'appareil. Si je regarde à nouveau dans ma courbe de température, ça c'est l'appareil photo de tout à l'heure. Et si je zoome un peu, écoutez, moi je pense que c'est cette petite courbe là quoi. Ouais, il y a des chances. 16 heures, ouais. J'ai dû faire mon test d'autonomie à ce moment-là. Voilà, donc ça donne ça. Et c'est vrai qu'il chauffe rapidement, c'est un petit peu dommage. Et puis bon, la perte au niveau de la courbe aussi, ça on le voit également là. Il y a un drop un peu plus important ici. Ça je l'ai mis, donc ça doit être ici. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais, peut-être. Je suis pas sûr. En tout cas, bref, peu importe. Donc voilà, ça c'est pour c'est pour le premier élément. Tant que vous n'allez pas faire du jeu ou du GPS, vous allez avoir une autonomie décente. C'est-à-dire que à la fin de l'avant-dernière épreuve, je me retrouvais à 70%, ça va. Après, quand vous allez aller beaucoup plus loin, si vous voulez jouer, ça va bien bouffer dans la batterie et vous allez probablement même pas finir votre journée. Moi, avec mon utilisation, je tiens une journée sans souci. Je tiens une grosse journée sans souci. Je le mets à charger tous les soirs obligatoirement, mais j'ai une grosse journée sans problème. Mais vraiment, si vous commencez à jouer dans les transports, par exemple, si le matin vous prenez 1 heure de transport, vous jouez peut-être une demi-heure max, vous allez perdre peut-être 20%, 15-20%. Ensuite, après, au retour, vous refaites la même chose. Il y a presque c'est quasiment sûr que en rentrant chez vous, vous êtes à moins de 20%, moins de 10%, et je trouve ça un peu dommage. Donc, c'est ce genre de truc. C'est pas excellent, mais ça va dépendre de vos usages. Moi, je joue pas trop et j'ai une grosse journée d'autonomie. Voilà. Ok, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Z1. Et c'est d'ailleurs comme pour le ZU, hein, c'est suffisant. C'est un appareil que je trouve très intéressant, mais qui a quelques points qui m'ont un peu déçu. Mais je vais commencer d'abord plutôt par les points positifs. Alors, côté point positif, qu'est-ce qu'on a? On a le design, tout simplement. Design qui est réussi, c'est du premium. On a le côté résistant à l'eau et à la poussière, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation qu'on a offerte par l'aluminium. L'ergonomie est meilleure, même si l'appareil est quand même un peu large. Donc tout ça,
ça fait partie des points positifs. Moi, la résistance à l'eau, c'est un élément que je valorise beaucoup quand je fais mes tests et quand même j'utilise le terminal. Et je l'avais valorisé sur le Z et je continue à le valoriser ici également. Côté design, on a cette double plaque en verre et l'aluminium et c'est très réussi. Donc là-dessus, il n'y a que du positif. À côté de ça, on a une interface qui est très complète avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'éléments un peu partout. Hein. Vous avez un bel utilitaire. Après, je ne vous l'ai pas trop montré celui-là, mais c'est pas grave. En gros, voilà, c'est celui-là. Mais vous le connaissez du Z, je pense. Et vous l'avez vu tout au long du test. Mais vous avez beaucoup de fonctionnalités multimédia qui sont bien poussées. Vous avez une interface d'appareil photo qui est très bien faite, une expérience web qui est excellente. Des performances qui sont très très bonnes, une autonomie qui est décente, à part quand vous commencez à jouer. Toute l'interface est cohérente et je trouve que là, Sony a atteint vraiment un bon niveau là-dessus, avec notamment ce nouveau menu là qui est très bien fait, ce genre de choses, et ça fait vraiment plaisir. Et puis bien sûr, je disais, les performances qui sont excellentes, que ce soit dans l'interface, sur le web ou en jeu, tout est très très bon là-dessus. Le haut-parleur, moyen, globalement moyen. Alors, par contre, au niveau de l'appareil photo, moi j'ai pas été déçu, mais presque. C'est-à-dire que non, il y a du positif, il y a du négatif au niveau de l'appareil photo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des belles photos macro, par exemple, des belles photos de jour. Vous avez le zoom sans perte qui est plutôt sympa. Les vidéos de jour sont plutôt réussies. Après, et puis il y a la stabilisation aussi, hein, à noter, ça c'est sympa. En vidéo, c'est réussi de jour, ça marche bien. Et également, là je ressors du truc, mais l'écran est réussi. Voilà, bref. Mais je trouve que dans le son, quand on le challenge un peu, est pas terrible. De nuit, et c'est là où on a besoin justement d'un bon appareil, d'une bonne optique. Et je trouve que de nuit, c'est pas si bon que ça. J'ai eu beaucoup de photos qui étaient floues, malgré tout ce que Sony avance. Et j'ai des vidéos qui sont à peine exploitables. Alors ça va dépendre, hein, mais les vidéos de nuit, ça va à peu près. C'est le son qui est problématique. Mais au niveau des photos vraiment de nuit, c'est pas si bien que ça. Et là-dessus, je trouve ça même décevant. Donc ça, c'est le petit point un petit peu dommage. Après, des points négatifs, bon, il y en a quelques-uns, mais c'est au niveau de l'ergonomie, éventuellement, avoir ici ce port ouvert. Mais bon, ça, c'est un détail. Enfin, celui-là, plutôt. Ce truc-là qui sert à rien, là, le dock, j'aurais bien aimé qu'il l'enlève, mais ça, c'est vraiment un détail. Le bouton mécanique, il est bien, ça c'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'il chauffe, c'est un peu dommage aussi. Puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Moi, j'aurais bien aimé aussi un design légèrement plus fin avec des bordures plus fines. Mais je chipote un petit peu. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en termes de points négatifs sur ce terminal. Bon, 650€, c'est pas donné. Mais je trouve que la prestation est plutôt intéressante. Voilà. Bon, ça c'était pour mon test du Xperia Z1. Si vous avez des questions sur cet appareil qui est quand même un peu complexe et très complet, au final, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes nos vidéos quand on les publie. Et moi, je vous dis à bientôt.